Aujourd'hui, donc, le thème que nous poursuivons, c'est la corruption, la lutte contre la corruption, l'échec complice des dirigeants africains. C'est bien ce thème que nous allons développer aujourd'hui. Mais auparavant, comme d'habitude, je souhaite parler de deux ou trois choses. Aujourd'hui, vous me voyez en maillot là, voilà, je suis en orange, blanc, vert. Voilà, ce sont les couleurs de la Côte d'Ivoire, bien que le thème ne concerne de façon générale l'Afrique. Je suis dans le drapeau ivoirien. J'ai pris cet accoutrement de façon volontaire. Le 7 août, donc après-demain, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce thème que nous allons développer, si vous voulez, il y aura beaucoup de patriotisme derrière le thème que nous allons développer. Et de ce fait, les couleurs que je porte, OBV, orange, blanc, vert, les couleurs du drapeau national ivoirien, sont pour moi très significatives. C'est faute d'avoir assez de patriotisme que certains dirigeants africains maintiennent leur peuple dans l'esclavage. Quand je parle d'esclavage, c'est l'esclavage moderne. Voilà, et je vais développer cela ultérieurement. Pour moi, vous noterez qu'il y a deux mots, on va dire contradictoires, mais non. Échec complice. Échec complice. Mais avant d'arriver là, j'aimerais donner quelques chiffres. Dans le classement mondial de Transparency International, qui vous savez est une ONG qui lutte contre la corruption, de 2018, on a l'Afrique qui est le deuxième continent, qui est donc le continent le plus corrompu au monde. Rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Si vous voulez, je vais vous montrer donc une image, mais vraiment parlante. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est bien visible. Alors, vous voyez là, c'est le tableau de la corruption dans le monde. Le tableau de la corruption dans le monde. En jaune, c'est les pays les moins corrompus. En jaune. Et plus on est corrompu, plus on devient rouge. Vous voyez donc l'Amérique du Nord, une partie de l'Europe. Et puis, voilà. Vous avez donc les pays d'Afrique, là. Toute l'Afrique, en rouge. Et, en Afrique, vous avez le pays du rouge. C'est-à-dire que c'est encore plus foncé. Le rouge est plus foncé, ça veut dire qu'ils sont plus corrompus. Voilà le tableau de la corruption dans le monde. Est-ce qu'on en est fier? Ça, c'est pour le tableau de la corruption. Alors, on va vous donner quelques chiffres. 180 pays ont été donc classés. Le pays africain le mieux classé, c'est... non, on va d'abord parler des pays les moins classés. Dans le top 5 des pays les plus corrompus, on a top 5 des pays les plus corrompus de tous les continents. Top 5. Vous savez, il y a combien de continents déjà? Il y a plusieurs continents, 5 ou 6. Mais dans les 5 pays les plus corrompus au monde, il y a 2 pays africains. La Somalie et le Soudan du Sud. La Somalie, c'est le pays le plus corrompu au monde. Somalie, Soudan du Sud. 2 pays africains dessus. On a l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, tout ça. Mais nous là, on a 2 pays africains les plus corrompus dans tous les continents. Ok. Je ne sais pas, mais c'est pas matière à être fier. Les pays africains les mieux classés. Seychelles. Seychelles occupe la 28e place sur 180 pays classés. Donc,
le premier pays africain le mieux classé dans le monde est 28e. C'est bon, mais pas tout à fait. Parce que, si vous voulez, sur 180 pays classés, vous avez donc le pays africain le mieux classé, il est 28e. Après, Seychelles, on a le Botswana. On a le Cap-Vert, on a le Rwanda de Paul Kagame qui était en Côte d'Ivoire ici, qui a fait une leçon de lutte contre la corruption à son homologue ivoirien. Et ça n'a même pas interpellé les dirigeants. On a la Namibie, l'île Maurice, le Sénégal qui a perdu des points, voilà. Et puis, je cite tous les pays africains qui sont dans le top 10 africain. On a le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Burkina Faso, le Ghana, le Lesotho et le Bénin. Le Bénin, je crois, a perdu aussi des points. Voici le top 10 des pays africains les moins corrompus dans le monde et en Afrique. Évidemment, tout cela à partir de l'île Maurice, c'est-à-dire Seychelles, Botswana, Cap-Vert, Rwanda, Namibie et île Maurice, dans le top 10, si vous voulez, il y a 6 qui ont un bon score de 50 sur 100. Tous les autres là, comme on dit à Abidjan, c'est SCCA. Ça veut dire qu'ils sont bons dans mauvais. Comme on dit, ils sont bons dans vaurien. Voilà. À part Seychelles, Botswana, Cap-Vert, Rwanda, Namibie et l'île Maurice, ces pays-là seulement, tous les autres, malgré le fait qu'ils soient dans le top 10, ils ne sont pas un bon classement. Vous savez quel rang la Côte d'Ivoire occupe? Alors, les pays africains, comme j'ai dit, qui sont vraiment les mauvais élèves, on a donc en première position la Somalie, deuxième position le Soudan du Sud, et je vais les citer. On a donc le Soudan, on a la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Burundi, rien de surprenant, le président là-bas se comporte aujourd'hui comme un potentat. La Libye, évidemment, après le bordel qui a été foutu là-bas. Le Congo, le Tchad, un président qui est en place depuis des décennies, qui est incapable de lutter contre la corruption. Et l'Angola, la RDC, le premier c'était le Congo, donc Brazzaville, de notre cher Denis Sassou Nguesso, qui avait perdu le pouvoir, qui a repris le pouvoir par la force et bon, bref. Le Zimbabwe, la Mozambique, l'Érythrée, Madagascar, Cameroun. Voilà. Ça, c'est vraiment les plus corrompus. Parmi les moins corrompus et les plus corrompus, il y a les intermédiaires. Si vous voulez, par exemple, la Côte d'Ivoire occupe la 105e place sur 180 pays. Vous en êtes fiers. 105e place, ça c'est le classement 2018. 105e place sur 180 pays. Aucune fierté. Aucune. Comme je dis, en Afrique, 6 pays seulement ont un score de plus de 50. Tout le reste, c'est etc. Alors, pourquoi j'estime que le chèque est complice? Pourquoi je dis ça? En fait, cela revient à quelque chose que j'ai l'habitude de dire, la méchanceté des dirigeants africains. La méchanceté des dirigeants africains. C'est un rêve que je souhaite général. Mais on va prendre par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une unité de lutte contre le racket. Il y a une brigade de lutte contre la corruption. Je dis bien une brigade de lutte contre la corruption qui a été créée depuis 2012. Cette brigade n'a jamais arrêté personne. En tout cas, à ma connaissance. Donc, c'est comme si on crée un commissariat dans un quartier
il y a un commissaire, il y a un capitaine, il y a des sous-officiers, des officiers, et puis ils n'ont jamais arrêté un voleur. Et puis les matins, ils viennent au boulot. Non, sérieusement. Depuis 2012, 7 ans que la brigade a été créée, n'a jamais arrêté personne. En Côte d'Ivoire, il y a l'inspection générale d'État qui produit des rapports chaque année. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette inspection va remettre le rapport au président de la République. Vous ne verrez jamais le rapport de l'inspection générale d'État. Jamais. On a une autorité nationale de régulation des marchés publics qui a produit récemment un rapport, mais vraiment un rapport accablant sur la gestion des marchés publics. 606 milliards de marchés publics pour 40 marchés. La quasi-totalité est marquée par des malversations. Aucune sanction. On a des inspecteurs dans chaque ministère. On a une haute autorité pour la bonne gouvernance. Une haute autorité pour la bonne gouvernance. Et cette haute autorité pour la bonne gouvernance si vous voulez, a des missions qui lui permettent de poursuivre des gens. Mais qu'est-ce que la haute autorité pour la bonne gouvernance fait? Vous pouvez aller sur Google. La haute autorité pour la bonne gouvernance ne fait que faire des séminaires de sensibilisation. Est-ce qu'on doit sensibiliser un directeur général d'entreprise publique qui ne faut pas voler? On doit faire un séminaire pour un directeur général d'entreprise publique pour lui dire, en fait, il ne faut pas voler. Vous voyez comme c'est con. Non, je le dis très sincèrement, vous voyez comme c'est con. Mais derrière cette attitude qui consiste à penser que c'est con, se cache la complicité, je vais dire l'échec complice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez sur Google, vous allez voir les sensibilisations. Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de sensibiliser des gestionnaires d'entreprises publiques, des gestionnaires de fonds publics qu'il ne faut pas voler? Non, sérieusement. Mais qu'on arrête de prendre les Ivoiriens pour des idiots. Alors, cette tendance à créer des structures est commune à de nombreux pays africains. L'échec complice, je vais prendre encore un autre exemple, c'est par exemple les banques de sang. Dans presque tous les pays africains, il y a ce problème. Tu vas acheter du sang, tu ne trouves pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sortes de mafias qui, dès que le sang est offert, donné gracieusement par des donateurs, s'emparent des poches de sang et créent une fausse pénurie. De sorte que quand tu as besoin de sang, tu es obligé de rentrer dans le marché noir. C'est-à-dire que de voir des gens qui vont te sortir le sang maintenant, qui aurait pu être vendu à 3 000 ou 5 000 francs CFA, et les gens vont te vendre le sang à 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. Vous voyez comme c'est méchant. Et ces gens qui sont dans nos hôpitaux publics, dans de nombreux pays africains, je n'indexe pas un particulièrement, sont souvent des chrétiens qui vont s'asseoir les dimanches à l'église, des musulmans qui vont s'asseoir les vendredis à la mosquée, des bossonistes, des charlatans qui vont s'asseoir devant leur fétiche, implorer. Mais vous ne voyez pas que vous êtes des criminels en fait. Les gens ne se rendent pas compte que en mettant en place ce genre de marché, ils sont des criminels parce qu'il y a des gens qui meurent faute d'avoir du sang. Première chose. Il y a des gens qui meurent faute d'avoir de l'argent pour payer le sang au marché noir. Alors que ce sang-là ne devrait pas dépasser 5 000 francs CFA dans la plupart des pays africains. Vous n'êtes pas mieux que les criminels, les grands criminels qui ont pris 20 ans, qui sont à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, qui sont à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, qui sont à la maison d'arrêt de Conakry, qui sont à la maison d'arrêt de Dakar. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Vous êtes des criminels. Mais des criminels qui s'ignorent et c'est pire.
Mais pourquoi est-ce que, par exemple, pour prendre le cas des banques de sang, pourquoi est-ce que les dirigeants africains ne luttent pas contre ça? Pourquoi? C'est là où se trouve l'échec complice. Parce que les gens qui gèrent, ceux qui gèrent ça, souvent sont des petits. On a nommé quelqu'un, voilà, c'est souvent un petit, on n'a pas, on sait qu'il y a un truc pareil, mais bon, ça sert à rien parce que c'est un petit. Soit, peut-être même que cette mafia nous profite, ou bien le petit en question, bon, il a financé une campagne électorale quelque part. L'échec complice. L'échec complice. Voyez-vous, aujourd'hui, de nombreux jeunes Africains prennent les routes incertaines de la Méditerranée. Ils vont périr dans le Sahara. Souvent, les gens disent, oh, vous savez, ils veulent juste aller en aventure. C'est faux. Aucun homme ne naît et cherche à aller se suicider. Parce que c'est suicidaire, c'est une aventure suicidaire. Mais il y a quelque chose à laquelle on ne fait pas attention, c'est que ces jeunes gens qui empruntent les routes de la Méditerranée, sinon qui voguent sur les eaux incertaines de la Méditerranée et qui vont périr en Libye, dans le Sahara, ces jeunes gens cotisent avant de se lancer sur les voies incertaines de l'immigration clandestine. Ils cotisent. Ils ont entre 2 et 3, 4 millions avant de partir. Ils ne sont pas pauvres. Mais pourquoi est-ce que des Africains, des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, des Soudanais, des Congolais, pourquoi est-ce que des Africains de l'Afrique subsaharienne décident d'aller risquer leur vie dans l'immigration clandestine? Il y a la corruption dans leur pays, mais cette corruption engendre le manque de perspective. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui cotise 3 millions pour aller en aventure, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas créer un business dans son pays? Parce qu'il manque de perspective. Il manque de perspective. Le gars, il est vendeur d'habillage de portable. Il a réussi à cotiser ses 3 millions. Il ne sait pas comment s'orienter pour développer son business. Parce qu'il n'y a aucune structure régalienne officielle qui va chercher à l'encadrer. Il n'y a aucune banque qui va chercher à lui donner du crédit pour qu'il puisse développer son petit business d'habillage de téléphone qu'il pourrait, par exemple, transformer en business de vente de téléphone portable. Il n'y a pas. Manque de perspective. Pourquoi? Parce que c'est la corruption. C'est la corruption. Quand vous prenez, par exemple, ces histoires de table-banc, pourquoi est-ce qu'on préfère aller en Chine au lieu de donner à des nationaux? Je n'accuse personne. C'est mon opinion, je répète, c'est mon opinion, parce que je pense que c'est plus facile de blesser dans les jetons comme ça. C'est plus facile. Mais pourquoi nos dirigeants africains font ça? Pourquoi nos dirigeants africains font ça? Voyez-vous, aujourd'hui j'ai davantage parlé avec mon cœur. Avec mon cœur. Mais j'aimerais, si vous voulez, j'aimerais terminer cette vidéo en disant quelque chose qui va peut-être vous choquer. Voyez-vous, pendant 300 ans, 3 siècles au moins, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 30 ans, 300 ans, il y a eu l'esclavage. 300 ans. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu, bien sûr, ceux qui sont voulus enlever nos ancêtres sont condamnables, ils sont à condamner. Parce que l'esclavage, c'était un crime contre l'humanité. Mais pendant 3 siècles,
les ancêtres de nos dirigeants actuels, c'était eux qui organisaient la razzia. S'organisaient la razzia de nos ancêtres pour les vendre à l'esclavagisme européen. Ils organisaient les razzias dans les villages. Prenaient leurs propres frères, puis les vendaient. Il y a plus de 300, il y a plus de plusieurs siècles avant, les ancêtres de nos dirigeants africains actuels privilégiaient leurs intérêts personnels, égoïstes, au détriment de leur peuple. Ces esclavagistes qui ont tué nos parents ne sont pas encore morts. Ils sont là. Et ils sont en train d'appliquer le nouvel esclavagisme du 21e siècle, qui consiste à privilégier leurs intérêts égoïstes contre l'intérêt de leur peuple. Voici les nouveaux esclavagistes. Le nouvel esclavagiste, c'est le dirigeant africain qui a bien conscience que l'école est fondamentale, qui, parce qu'il a les moyens d'inscrire ses enfants en Europe, préfère ne pas réformer l'école chez lui, laisser les enfants de pauvres dans des classes pourries, pendant que lui, ses enfants, vont à l'école en Europe dans les meilleures universités. C'est l'esclavagisme africain. L'esclavagisme africain d'aujourd'hui, c'est le dirigeant africain qui sait très bien que la santé est essentielle pour son peuple. Mais parce qu'il peut se permettre de prendre un avion médicalisé, aller se faire soigner, aller faire soigner sa maman, aller faire soigner son papa, donner une bourse, une prise en charge à un proche pour aller se faire soigner, préfère organiser des cérémonies d'hommage à coups de millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, plutôt que d'équiper nos hôpitaux pour ne pas que leur peuple meure parce qu'il y a un panari qui a été mal soigné. Ceux-là, ce sont les nouveaux esclavagistes africains. Alors, je dis, je parle vraiment avec le cœur aujourd'hui. La corruption et l'impunité sont deux mots qui sont en train de tuer l'Afrique. Et ce n'est pas, quand je parle de corruption, c'est vraiment pas la corruption des policiers que vous voyez, non. C'est dérisoire la corruption des policiers. C'est 500 000 francs au bout de la journée, il a peut-être 10 000, 20 000 francs. Eux-mêmes, ils se montent avec ça parce que c'est vraiment dérisoire. Je vous parle des gens qui peuvent te prendre 5 millions par jour, qui peuvent te prendre 50 millions, 100 millions un coup, milliards. On parle de ça. Alors, je vais terminer par ça pour dire, dirigeants africains, ayez le cœur nationaliste, ayez le cœur patriotique. Mettez l'intérêt de vos peuples au cœur de votre raison politique. C'est comme une entreprise. La raison sociale d'une entreprise, c'est le cœur de son métier. Un politique doit avoir une raison politique. Et le cœur de la raison politique d'un politique, l'intérêt de mon peuple. Est-ce que cette décision que je prends est dans l'intérêt de mon peuple? Est-ce que cette action que je vais poser est dans l'intérêt de mon peuple? Arrêtez d'être les nouveaux esclavagistes comme ont été certains de nos ancêtres qui ont organisé des razzias contre leurs propres frères. Je disais à un ministre africain, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Votre engagement politique, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, l'Afrique de notre Afrique contemporaine, l'un des rares présidents dont on continue de parler, c'est Nelson Mandela.
Quel nom vous voulez qu'on inscrive dans l'histoire vous concernant? Alors, dirigeants africains, lutter contre la corruption ne coûte rien du tout, parce que j'entends souvent cela, un jour on va le développer. Des gens qui disent, on a construit des ponts, tout le monde le fait en Afrique. Pour moi, ce n'est rien du tout. Construire des ponts, construire des hôpitaux, construire des écoles, ce n'est rien du tout. C'est une gouvernance normale. Les gens bénéficient, les gens ont des budgets, prennent du crédit, un État n'est jamais en faillite, de sorte que les gens prêtent aux États. Il n'y a aucun État africain qui ne se lance dans les grands travaux. Ceux qui veulent vous faire croire que dans leur pays, ils travaillent plus que les autres, c'est faux. Moi, je signale l'Afrique. Allez en Guinée, allez au Sénégal, allez au Togo, allez au Ghana, allez en Côte d'Ivoire. Partout en Afrique, il y a des grands travaux. Parce que ce n'est pas de la magie. Ça ne coûte rien du tout. Mais pour revenir à notre thème de la corruption, pourquoi est-ce que vous voyez les dirigeants africains s'attaquer aux grands travaux qui coûtent des milliards, mais ne s'attaquent jamais à la corruption qui ne leur coûte rien du tout? Il suffit d'une volonté. Ne s'attaquent jamais à la liberté d'expression qui ne leur coûte rien du tout. Il suffit d'une volonté. Ne s'attaquent jamais à la démocratie qui ne leur coûte rien du tout. Il suffit de leur volonté. Qui ne s'attaquent jamais à la transparence dans la gouvernance publique. Ça ne leur coûte rien du tout. Pas même 0 franc. Il suffit de leur volonté. Pourquoi voyez-vous les dirigeants africains privilégier les grands travaux où il y a de l'argent, il y a des milliards, il y a des marchés, et méprisent les travaux qui ne leur coûtent rien, mais qui ont une incidence sur la vie de les nations, une incidence durable sur la vie de les nations. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bonne fête de l'indépendance aux Ivoiriens qui fêtent leur indépendance 59e, c'est bien ça, le 7 août. Pour la petite histoire, en 1960, la Côte d'Ivoire et la Corée et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement. Côte d'Ivoire. 1970, la Côte d'Ivoire a 10% de taux de pauvreté, 10%. Le miracle ivoirien est passé par là. Houphouët avait une vision. Après, aujourd'hui, nous sommes à 48% de taux de pauvreté. Les 3 dirigeants qui se sont succédés après Houphouët, voilà dans quel état ils nous ont mis. Bien sûr, ça va commencer à décliner sous Houphouët, raison pour laquelle, à un certain moment, il faut rapidement passer le relais. D'où vient-il que, alors que la plupart des pays africains étaient au même niveau de développement que la Corée du Sud, aujourd'hui, ces pays africains sont en voie de sous-développement, tandis que la Corée du Sud est un pays émergent. Que Dieu bénisse l'Afrique et surtout que Dieu incline le cœur des dirigeants africains à privilégier l'intérêt de leur peuple. Dieu vous bénisse.